Échos, ce matin, vous recevez notre collègue et ami Stéphane Bern. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Monsieur Histoire, Monsieur Tête Couronnée, Monsieur Patrimoine d'Europe 1 aussi. Stéphane, Charles III est donc atteint d'un cancer, communiqué hier de Buckingham Palace. Alors c'est évidemment à la une de tous les quotidiens britanniques ce matin qui nous livrent tous les détails, tout ce que l'on sait de cette maladie. Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs de l'état précis de King Charles ce matin, Stéphane ? Alors, on sait qu'il est plutôt en bonne forme, qu'il a un esprit plutôt positif et qu'il a commencé hier à suivre son traitement. Il a quitté Sandringham où il était pour le week-end et où il a été aperçu pour rentrer à Londres, à Clarence House. Donc, il est inutile de se précipiter devant Buckingham Palace puisqu'il n'y vit pas. Mais en revanche, c'est Buckingham qui publie les communiqués. Ce qui est tout à fait inhabituel, c'est que il y a un communiqué sur la santé du roi qui est à la fois transparent puisqu'on annonce que le roi a un cancer, mais qui est toujours opaque puisqu'on ne dit pas de quelle forme de cancer il a été atteint, si ce n'est que ça n'a rien à voir avec l'opération qu'il a subie à la prostate pour une hypertrophie. Donc voilà, il a bon esprit, il continue d'exercer ses prérogatives royales, c'est-à-dire il peut recevoir le Premier ministre, il signe les lois et les documents officiels, et il peut même rencontrer les membres du Privy Council, le conseil privé. En revanche, sur le conseil de ses médecins, il ralentit ses activités de représentation officielle, donc il va plus sortir. Oui. Ça survient pratiquement 9 mois jour pour jour après son couronnement, cette mauvaise nouvelle en matière de santé. On disait Charles III très attaché à donner une image plus moderne de la monarchie britannique. C'est le message qu'il avait vraiment envoyé lors de son couronnement. Est-ce que révéler son cancer, sans dire lequel, ça fait partie de cette stratégie de modernisation, pensez-vous, Stéphane ? Ah oui, absolument, absolument. Il avait déjà commencé avec la prostate en disant qu'il souffrait d'une hypertrophie parce que beaucoup d'hommes en souffrent, et il disait que ça pouvait avoir une influence pour que les gens se fassent dépister. Et ce qui a été le cas, le NHS qui est le service de santé publique britannique, a été submergé d'appels à la suite de l'annonce des problèmes de prostate du roi. Et là, le roi d'ailleurs a précisé dans un communiqué, enfin c'est Buckingham Palace, qu'il souhaitait que ça change aussi le regard du public par rapport au cancer, et qu'il fallait peut-être qu'on ait une vision plus positive, plus amicale avec toutes les personnes qui souffrent du cancer dans le monde. Bon. Et c'est vrai qu'une personne sur deux au Royaume-Uni sera un jour confrontée au cancer. C'est intéressant, mais alors tout ça survient aussi au moment où, on le sait, Kate Middleton, la princesse de Galles, a elle aussi été hospitalisée pratiquement au même moment que Charles III, dans la même clinique, la London Clinic, sauf que pour elle, on est frappé par le silence absolu sur l'état de santé de Kate Middleton. D'ailleurs, il n'y a pas de communication unifiée, si je puis dire, dans la famille royale. Non, jamais entre les deux bureaux, si je puis dire, entre d'un côté Buckingham Palace qui gère la communication du couple royal, et Kensington Palace qui gère la communication du prince et de la princesse de Galles. Vous avez tout à fait raison, il y a vraiment une différence entre la transparence sur la santé du roi et une sorte de silence comme ça un peu pesant autour de la santé de la princesse de Galles. Je veux croire que c'est pour préserver aussi les enfants qui continuent d'aller à l'école et qui sont donc confrontés aux réactions des autres petits Britanniques qui les entourent dans l'école où ils sont inscrits. Mais c'est vrai, vous savez, il y a vraiment un problème de pénurie de main-d'œuvre dans la famille royale, pour dire les choses très clairement. C'est que le prince de Galles, William, avait dit qu'il resterait auprès de son épouse, mais il est obligé maintenant, par manque de main, de reprendre des activités officielles à cause de la maladie du roi. Vous savez, qui travaille aujourd'hui? Il y a la reine Camilla, 77 ans, la princesse Anne, la sœur de Charles, 73 ans, oui. et le prince Édouard, 60 ans, le duc d'Édimbourg. Donc c'est vrai qu'on manque cruellement de personnes pour assumer toutes les représentations. Ce qui est assez rassurant dans le communiqué, c'est qu'on dit que le roi subit son traitement et que tout se passe bien, qu'il a bon esprit. Ce qui m'inquiète davantage, c'est de penser qu'il a parlé à son fils cadet Harry, et lequel a décidé de prendre un avion
l'avion pour rentrer à Londres. Vous Mais voyez, pourquoi ça vous inquiète? Au contraire, on se dit qu'il peut-être que la famille va se ressouder autour de la maladie. Vous avez raison, du roi. la famille va se réconcilier, mais si vous voulez, quand votre fils rentre... cela dit, il n'a pas dit qu'il rentrait dans la nuit, il a dit qu'il rentrait dans les prochains jours. Oui. Je trouve ça plutôt positif, tout le monde peut se réconcilier autour de la maladie du roi, mais si vous voulez, c'est un choc pour les Britanniques. Vous avez vu, vous avez cité tout à l'heure, Dimitri, la presse britannique. Vous pensez que la Chambre des communes a interrompu ces débats pour une communication officielle et souhaiter un prompt rétablissement au roi? C'est-à-dire que quand le roi souffre, c'est tout le pays qui retient son attention et qui est en haleine, en fait. C'est assez étonnant ce qui se passe. Mais vous avez raison, c'est bien, ça permet d'évaluer la mesure de l'événement, parce que certains auditeurs d'Europe 1 doivent se dire mais pourquoi ils prennent 6 minutes pour parler du roi Charles III? Après tout, ça n'a pas l'air si grave que ça. Non, c'est vraiment un choc national outre-Manche, et c'est vrai que pour des Français, c'est toujours fascinant. Stéphane, international, Dimitri, international aussi, parce que Joe Biden qui s'inquiète, le président de la République qui envoie un message, enfin le monde entier est au chevet du roi là. Ah oui, et ben, on a tous les détails dans les journaux ce matin sur les petits pépins de santé du roi au cours de sa vie, ce pouce qui s'est écrasé avec un marteau en faisant du jardin, etc. Stéphane, je profite de vous avoir ce matin aussi en ligne, parce que tout à l'heure, vous le savez, sur Europe 1, Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture, sera face à Sonia Mabrouk. Et alors, il y a un sujet qui vous mobilise et dont elle a parlé, Rachida Dati. Elle veut démonter ce qu'on appelle le pavillon des sources du laboratoire Curie. C'est l'un des 3 bâtiments qui constituent l'Institut du Radium. C'est sur la montagne Sainte-Geneviève dans Paris. C'est là-bas notamment que Marie Curie a mené toutes ses recherches. Alors Rachida Dati voudrait l'histoire est un peu complexe, mais en substance, démonter ce bâtiment pierre par pierre pour le reconstruire à quelques dizaines de mètres afin de libérer l'emprise actuelle, afin de construire un nouveau bâtiment. Est-ce que cette solution de déconstruction, reconstruction vous conviendrait, à vous qui vous êtes mobilisé pour ce pavillon des sources? Je me suis mobilisé pour ce pavillon avec d'autres, évidemment, et dont la famille Hélène Langevin, etc. Et je suis allé sur place hier avec Sylvie Retailleau, qui est ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, et avec toute la direction de l'Institut Curie pour me rendre compte sur place. Et je pense que Rachida Dati a proposé une solution qui est tout à fait acceptable. C'est-à-dire que si on déplace... Alors, mon inquiétude, c'est que depuis 30 ans, tout ce qu'on a démonté, on ne l'a jamais remonté. Donc c'était mon inquiétude de façon patrimoniale. Mais j'ai parlé avec les architectes et celui qui est responsable de la construction du bâtiment qui va permettre de créer des laboratoires. Eh bien, je crois qu'on peut à la fois défendre le patrimoine et défendre la santé publique, parce que ce qui est important, c'est de construire aussi un laboratoire. J'ai été visiter hier les laboratoires de l'Institut Curie avec des chercheurs qui font un travail incroyable à côté de l'hôpital. Donc il y a vraiment besoin de ce lien entre la recherche et les malades. Et donc je pense que c'est possible de déplacer le pavillon de 10 mètres en même temps on le reconstruit, et en même temps on construit l'autre bâtiment qui va permettre d'avoir des laboratoires, et on préserve le jardin. Donc je crois que les défenseurs du patrimoine dont je suis sont contents, et on n'oppose pas avec la recherche qui est nécessaire pour soigner de plus en plus de gens malades. Voilà. Donc je souscris à la proposition de Rachida Dati. Bon, merci beaucoup Stéphane Bern. On lui fera part de votre satisfaction, c'est important. Merci à vous Stéphane, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.